Bonjour à tous. Voilà, l'idée c'était de faire une présentation en mode un petit peu retour d'expérience, mais aussi peut-être proposition de mise en débat de la manière dont on tente de gérer les sites pollués en Seine-Saint-Denis, avec le cas particulier notamment de la grande fouille qui a eu lieu à Bobigny, qui va être développé tout de suite, enfin après moi. Pour faire, je peux passer à la suivante, pour faire un petit état des lieux, le Bureau du patrimoine archéologique existe en Seine-Saint-Denis depuis 1991, c'est-à-dire 33 ans d'activité aujourd'hui. Dans ces 33 ans d'activité, on a eu pendant toutes les années 90 la connaissance d'un risque de pollution. Mais connaissance d'un risque ne veut pas dire maîtrise du risque, ni même analyse du risque. Donc au moins la fin des années 90, c'était quelque chose de très diffus et qu'on n'a jamais véritablement pris en main. Voilà, on savait qu'il commençait déjà à y avoir des collègues qui avaient parfois des maladies, certains sont morts malheureusement. C'était d'une manière plus ou moins directe, souvent associée à de la pollution, mais sans forcément que ce soit réellement objectivé. Donc voilà d'où on part. Et au fur et à mesure, évidemment, de l'intervention dans le territoire, on essaye de prendre ces risques en compte. Alors là, vous le voyez sur la carte, les points roses représentent les sites connus pour être des sites pollués. Les étoiles rouges, on est en Seine-Saint-Denis, représentent les sites industriels reconnus au titre patrimonial. Vous voyez qu'il y a quelques superpositions. Et puis les carrés jaunes, alors il doit en manquer évidemment, il en manque parce qu'on a fait ça un petit peu rapidement. Les carrés jaunes représentent les opérations importantes d'intervention sur des sites pollués, avec une petite mention spéciale pour le dernier, donc tout en bas, Bagnolet. Voilà, celui-là, qui en fait est le dernier site pollué avec lequel on a eu affaire, puisque c'était un diagnostic qui était programmé pour la semaine dernière. Compte tenu des résultats de la pollution, pour faire simple, des taux 2 fois supérieurs à ceux reconnus à Bobigny, la recommandation d'une base vie avec eau courante, lavage des sols et douche systématique des intervenants. Donc on a abandonné le diagnostic et il a été déprescrit. Voilà, on redéveloppera éventuellement sur la carte plus tard, tu as raison. Donc nous avons évidemment un historique des interventions, un cas que tout le monde connaît parce que le site est connu de tout le monde, surtout après les Jeux Olympiques, c'est le Stade de France, qu'on appelait le Grand Stade à l'époque, en 1998, une grosse opération d'aménagement sur un terrain, comme vous pouvez le voir, qui a été un terrain d'usage industriel important, hein, puisque c'est là qu'étaient les gazomètres de la plaine Saint-Denis. Voilà, le stade en lui-même, vous voyez, est légèrement derrière les gazomètres. Mais bon, une belle friche industrielle. Tu peux passer la diapo suivante. Là, il n'y a pas eu d'étude de pollution, mais vous voyez les coupes sous lesquelles se trouvaient les quelques vestiges qui ont été fouillés, qui sont essentiellement des vestiges d'activité agricole. Et compte tenu de l'histoire du site, il y a de fortes chances que l'impact de la pollution de ces terrains-là ait été assez fort. Une zone a été abandonnée en cours de fouille parce qu'elle dégageait trop d'odeurs incommodantes d'origine vraisemblablement chimique. C'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme étude de pollution à l'échelle de l'aménagement du Grand Stade. Voilà, diapo suivante. Donc évidemment, on a progressé dans les années 2010. Autre aménagement important sur une ancienne usine de tubes de Saint-Ouen, dont vous voyez les bâtiments en cours de démolition au moment du diagnostic, en bas de l'image de droite. Voilà. Ça, c'était l'usine de tubes. Et puis, toute la partie avant était la partie extérieure de l'usine, où là, on a eu un diagnostic pollution. Et donc, 2
zones qui ont été clairement identifiées comme étant polluées. La diapo suivante. On a ici les taux de différents polluants. Hein. Bon, on ne va pas refaire la liste qu'on a déjà vu passer tout à l'heure. Sauf qu'en 2010-2011, au département de la Seine-Saint-Denis, on ne sait pas quoi faire avec ça, en fait. Donc, on nous a préconisé de mettre des gants d'électricien, c'est-à-dire des gants épais de presque 5 mm en caoutchouc, et des combinaisons. Et au final, comme de toute façon, on n'a pas eu la fourniture des EPI, j'ai fait le diagnostic, non pas tout nu, mais parce qu'il faut bien s'habiller pour aller dans la rue. Voilà. Et donc, juste avant de passer la parole à mes petits camarades, évidemment, on construit depuis une démarche qui va vous être explicitée par Pauline et Adonis. Ce sur quoi je voulais insister, et là, c'est l'ouverture de brèche que mes camarades vont avoir du mal à combler. Les 3 derniers sites pollués sur lesquels on est intervenu depuis 2017 ont vu la mise en place de protection avec suivi pour 5 personnes. En réalité, l'activité sur les chantiers concernant uniquement le bureau du patrimoine archéologique concerne 80 personnes. Voilà, en comptant les stagiaires, les contractuels, etc. Et donc ça veut dire que 75 personnes intervenues sur le site ne vont pas bénéficier de suivi à long terme. Donc voilà, là on ouvre une brèche qu'on ne saura pas combler évidemment, mais voilà, à vous. Donc l'idée là maintenant, c'est de vous présenter ce qu'on a mis en place sur la fouille du Prisme, qui a été un peu notre chantier école de la prévention des risques éventuels, enfin surtout chimiques. Donc en 2015, on est sollicité par nos collègues du service des sports parce qu'ils souhaitent aménager un pôle handisport sur 2 terrains de foot. Et donc, en fait, ils nous ont sollicité pour savoir s'il y avait un intérêt ou pas à solliciter le SRA en amont du projet. Donc, bien sûr, on a sauté sur l'occasion, puisque je ne sais pas si vous connaissez Bobigny, mais c'est assez célèbre pour sa nécropole de l'hôpital Avicenne, qui est juste de l'autre côté de la rue. Et en fait, ce secteur de Bobigny, on y intervient depuis plus de 30 ans et on a fait une trentaine d'opérations préventives, essentiellement sur de l'habitat et de l'artisanat gaulois et gallo-romain. Donc, on a saisi l'opportunité et donc ils ont commencé par faire ce diagnostic de pollution préalable. Et donc, bien sûr, les résultats étaient sans appel. Donc, pollution essentiellement aux métaux lourds. Donc, cuivre, plomb, zinc et mercure. Donc, on voit les points de sondage sont quand même assez espacés et répartis de manière un peu aléatoire sur le terrain. Donc, nous, vu qu'on avait déjà commencé à avoir des réflexions suite au diagnostic de la ZAC-DEDOC notamment, on a contacté le bureau de la prévention des risques professionnels, donc, qui était un nouveau bureau mis en place, et on leur a confié ce fameux tableau d'études de sol qu'on ne pouvait pas interpréter nous-mêmes. Et donc, ils ont été chargés de faire cette évaluation des risques chimiques, et bien sûr sans prendre en compte l'intérêt scientifique du terrain. Donc à l'époque, il y avait très peu, donc on est en 2015, hein, à l'époque, il y avait très peu de travaux scientifiques concernant la pollution des sols. Donc ils ont essayé de se rapprocher de l'INRAP, mais qui n'avait aucune donnée là-dessus. Ils se sont rapprochés de la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Île-de-France, qui n'avait non plus aucune valeur là-dessus. Donc ils sont partis sur des référentiels allemands et néerlandais qui dataient de 2002. Et donc à partir de ça, ils nous ont établi un protocole, donc port de la combinaison, interdiction de manger, boire, fumer sur le terrain, lavage des mains, brossage des ongles, et puis ils ont émis une zone d'exclusion autour du point de pollution au mercure, mais cette zone, elle a été établie de manière complètement aléatoire. Donc on va voir à quoi ressemble l'évaluation des risques chimiques. Donc c'est le tableau orange. Donc en fait, ils comparent les valeurs, le valeur de l'étude de sol aux valeurs de référence qu'ils ont trouvées dans la documentation scientifique, et ils émettent des mesures de protection
collectives et individuelles en fonction des tâches des personnes sur le terrain. Cette évaluation des risques est accompagnée d'une fiche d'exposition individuelle, où là, c'est par agent qui se rend sur le terrain, en fonction des tâches qu'il effectue sur le chantier. Et cette fiche est transmise dans nos dossiers RH. Donc comme ça, on a un suivi tout au long de notre carrière avec un vrai suivi des différents agents chimiques auxquels on est exposé. Donc bien entendu, le diagnostic s'est avéré positif. Et donc dans le cadre du montage de la fouille qui s'est fait en régie, on a de nouveau sollicité le Bureau de la prévention des risques pour qu'il nous refasse de nouvelles préconisations, puisqu'on a eu un montage un petit peu particulier sur cette opération, puisqu'on est parti sur une fouille qui devait durer pendant 2 ans avec une équipe de 6 personnes. Donc on ne revient pas sur les raisons qui nous ont poussé à faire ce choix, ce n'est pas le sujet. Donc pendant la fouille, on a pris les repas et les pauses dans la buvette des stades qui étaient mis à notre disposition. Et les vestiaires étaient situés dans une aile non utilisée des vestiaires qui étaient dédiés aux usagers du stade. C'est un élément important, on va le voir après. Donc, à partir de l'évaluation des risques chimiques, on a établi des fiches de poste dans lesquelles il y avait de nouveau tous les détails de mesures de protection à mettre en place. Et un nouveau protocole a été établi. Donc, de nouveau, port de la combinaison, séparation des vestiaires propres et sales, lavage des mains avec brossage des ongles, lavage du visage, lavage des chaussures à chaque sortie du terrain, interdiction de manger, boire et fumer sur le chantier, arrosage des sols en période sèche et prise de douche en fin de journée. Et bien entendu, interdiction des femmes enceintes sur le terrain. Donc on a établi des zones de circulation, des secteurs de stockage, de changement, on a fait des affichages bien comme il faut partout. Et enfin, la médecine professionnelle nous a instauré des prises de sang trimestrielles pour suivre l'évolution du plomb. Donc toutes ces mesures ont pris un certain temps à être mises en place, alors même que la fouille avait démarré. Et puis au bout d'1 an, la totalité des vestiaires des stades font l'objet d'un projet de rénovation. Et donc là, ils font des analyses et en fait, il s'avère que la peinture des vestiaires était au plomb. Donc comme quoi, on peut être contaminé même sans être sur le terrain. Donc on a fermé les vestiaires, on a installé une base vie roulante pendant 3-4 mois. Donc autant vous dire que là, les mesures de prévention étaient réduites au strict minimum. Mais voilà. On a fait face au problème du tas de terre polluée. Donc on a fait un décapage en 2 temps. Sur la première phase, c'est la diapo en haut, on a pris le temps de bâcher le tas de terre. Donc c'était très long, très laborieux pour l'équipe. On a fait des centaines de sacs blancs de terre qu'on a positionnés sur les jonctions de bâche. Et comme vous pouvez le voir en bas, ça n'a vraiment pas tenu sur le long terme. Donc on a fait venir une pelle mécanique et on a installé des cordons de terre. Donc au moment de déplacer le premier tas de terre et de faire le deuxième décapage, on avait une série de faune urbaine sauvage qui s'était installée sous les bâches, donc des rats et des guêpes. Donc pour le deuxième décapage, pour le deuxième tas de terre, on a fait le choix de ne pas le bâcher. Sauf que très rapidement, les riverains se sont plaints des poussières. Donc on a mis en place un nouveau protocole, on a planté des graines d'herbe. Donc ça a pris beaucoup de temps à pousser, mais au final, ça a été plutôt efficace, même si ce n'est pas un beau green de golf qui a poussé, mais plutôt de la flore sauvage urbaine, on va dire aussi. Donc, ça a été plutôt efficace, c'est sur la photo en bas. Donc, suite au contact de notre bureau de la prévention des risques avec la CRAMIF, son laboratoire de toxicologie industrielle a proposé de venir faire une expertise sur le terrain. Donc on a 2 contrôleuses de sécurité qui sont venues en mai 2017. Et donc elles ont mis en place un protocole pour évaluer l'efficacité des mesures de protection qu'on avait mis en place. Donc on a eu des prélèvements atmosphériques avec un capteur au niveau des voies respiratoires. On a eu des prélèvements de surface sur les mains et puis dans les zones de vestiaire et de buvette. Donc les résultats étaient plutôt rassurants. C'était intéressant à savoir. Sur les analyses respiratoires, on a une seule anomalie, c'est sur un agent qui était fumeur. Donc, voilà. Concernant les surfaces, on a un prélèvement qui est revenu avec un taux de plomb assez élevé, mais c'était sur la porte du micro-ondes. Donc on n'a pas su pourquoi. On pense que c'était un problème d'étanchéité du micro-ondes, mais voilà. Et ensuite, sur les mains, donc on a fait des prélèvements sur les mains avant prise de poste et après prise de poste. Donc on se rend compte que l'utilisation de gants est vraiment efficace
Et par contre, on avait un taux de contamination sur une personne avant la prise de poste. Et là, on a pensé que ça pouvait être les clés des vestiaires. Parce qu'en fait, pour rentrer dans les vestiaires en sortant du terrain, on le fait avec les mains sales. Sauf qu'on utilise les clés et après, en fait, elles sont aussi contaminées potentiellement. Voilà. Donc, en ce qui concerne la gestion du mobilier, alors là, le protocole était un petit peu moins élaboré. On a mis en place un SAS, donc un vestiaire dans lequel on laissait le mobilier pendant 3 semaines avant d'être emmené dans notre base. C'est pour ça que sur les caisses, il y a la date. Ensuite, il était de nouveau stocké pendant 3 semaines dans une zone de décontamination. Et ensuite, il était stocké, était remonté et stocké dans une zone de couloir un peu à l'écart de la circulation de l'équipe. Donc, il s'est passé 2 ans entre la fin de la fouille et le traitement primaire du mobilier. Donc, les techniciens qui ont géré cette phase de post-fouille ont reçu l'information que le mobilier pouvait être potentiellement contaminé. Donc, ils ont essentiellement utilisé les gants pour le lavage et des masques FFP3 pendant le nettoyage à sec. Néanmoins, une fois ce mobilier propre, tout ce qui est conditionnement et enregistrement dans la base de données s'est fait à main nue. Donc pour finir sur cet exemple du prisme, on s'est quand même rendu compte que c'était des mesures qui étaient vraiment difficiles à tenir sur le long terme, parce qu'au final, on est resté 4 ans sur ce chantier. Donc c'était difficile de bien informer les nouveaux contractuels, les stagiaires du protocole. Tout le monde ne comprenait pas forcément pourquoi on mettait ça en place. On a aussi les conditions climatiques qui font que c'est difficile de supporter une combinaison, enfin en tout cas de la porter dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, on a eu le problème de la douche, puisque vestiaire de stade dit douche collective. Donc, personne ne prenait sa douche avant de rentrer. Sauf Yvan. On lui laissait, c'était sa douche VIP. Et allez, en cadeau souvenir, voilà la combi jaune. Donc, c'était une combi qui était censée nous protéger de la pluie. Sauf qu'au final, on était aussi mouillé à l'intérieur, puisqu'il y avait un magnifique effet de sudation. Alors, suite à ça, depuis cet été, avec le Bureau de la prévention, on a entamé une réévaluation du DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc, ça a été l'occasion de faire un retour d'expérience avec des entretiens collectifs et individuels par profession aussi au sein du bureau. Ça a permis de faire un retour d'expérience et aussi, vu qu'on avait un peu plus conscience de ce qu'était la pollution, de demander par exemple des données complémentaires sur certaines choses et voir ce qu'on peut faire par la suite pour améliorer encore les conditions. Donc, pour les opérations suivantes, on a des protocoles qui sont maintenus. On transmet systématiquement donc, nos études de pollution au bureau de la prévention des risques professionnels qui nous fait un retour avec des préconisations. Maintenant, ils ont l'expérience. En plus, c'est toujours la même personne qui nous suit, ce qui fait que le suivi est quand même de qualité. Donc le port de combinaison, des gants nitrites dès que les seuils sont dépassés ou presque atteints, l'usage de la brosse à ongles lors du lavage des mains. Et on a quand même de nouvelles interrogations maintenant. Par rapport à avant, donc là c'est les nouvelles fiches de pollution, on voit qu'il y a beaucoup plus le nombre de polluants qui a augmenté voilà, en termes d'analyse, mais par contre on a les seuils que pour la première partie. Pour tous les autres polluants listés, on n'a pas de seuil pour nous dire est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux. Donc est-ce que 0,1 micron c'est dangereux ou pas, ça on ne sait pas. Et il y a aussi certains polluants qui ne sont pas analysés, amiante, pesticides, intrants chimiques. Il y a aussi une limite dans les études de sol. En plus de ces absences de seuil réglementaire, le quadrillage, il est souvent trop lâche. Et donc, il y a certaines zones qui ne sont pas couvertes. De plus, vu que ce sont des carottages, on ne sait pas jusqu'où l'arsenic s'étend. Par exemple, parfois, sur un point du chantier, on va voir qu'il y a de l'arsenic, mais est-ce qu'il s'étend sur 5 mètres, 10 mètres, en surface et en profondeur? On ne sait pas. Donc là, par exemple, pour le diagnostic de Marville, au niveau du cercle violet, on avait vu qu'il y avait de l'arsenic. Donc on a dit, on ne fouille pas de ce côté-là. Donc on a fait quelque chose de très scientifique, on a fait un rayon de 10 mètres autour, voilà, on a décidé ça de manière collégiale, et voilà, on a fait cette zone d'exclusion, mais qu'est-ce qui nous dit qu'en fait juste à côté, dans la tranchée juste à côté, il n'y avait pas d'arsenic, ça. Deuxième chose aussi, entre un diagnostic et une fouille, il n'y a pas de diagnostic complémentaire. Donc l'aménageur ne fait pas de diagnostic complémentaire. Alors est-ce qu'après c'est
C'est à l'opérateur de demander de financer. Moi, je ne suis pas trop pour, personnellement. Je pense que c'est plutôt à l'aménageur de faire. Et je pense que ça devrait être une obligation, parce que pour le coup, là, on décape tout le terrain. Et on aimerait avoir une information beaucoup plus, qui couvre presque la totalité du chantier. Il y a aussi un manque de suivi, alors pas du bureau de la prévention tout au long de la carrière, mais par la médecine du travail. Alors, ce n'est pas de la faute des médecins. Après la fin du prisme, on n'a plus de prélèvement sanguin de plombémie, alors qu'on est allé sur d'autres chantiers où il y avait du plomb, notamment à Marville, à la Courneuve. Il n'y a pas de suivi sur les autres polluants aussi, avec lesquels nous avons été en contact. Donc, et puis, le mélange de ces polluants, quand on les rencontre, est-ce que ça ne nous fait pas des super cocktails explosifs? Là, on ne le sait pas non plus. Et ça, c'est dû notamment à un fort turnover des médecins du département, avec des périodes aussi sans aucun médecin du travail. Et ça, donc on est très bien suivi par notre bureau de la prévention des risques, mais il nous manque ce maillon-là, qui est celui de la médecine du travail, parce que il y a des périodes sans médecin, et puis des périodes où les médecins restent 6 mois, parfois ils sont juste à mi-temps, et un médecin à mi-temps pour 8000 agents, vous comprenez qu'il ne peut pas nous faire un suivi très détaillé, et puis en plus, il faudrait qu'ils reprennent toutes les données avant, je pense qu'ils n'ont vraiment pas le temps. Enfin, une autre question qui s'est posée, c'est la gestion des déchets pollués, notamment des bâches. Comme vous avez vu, on a mis les bâches sur le tas de terre, donc tas de terre pollué au plomb, à l'arsenic, plein de choses très sympathiques. On a eu des difficultés à trouver un prestataire pour récupérer les bâches. Alors, on les avait entreposées toutes les bâches sales dans des big bags. Et une fois qu'on les avait bien mises dans des big bags, il n'y a personne qui voulait s'en charger. Donc, ce qui a été fait, c'est que c'est l'entreprise qui a construit derrière qui s'en est chargée. Donc, ça veut dire que pendant 2 ans, il y a des sacs avec des big bags remplis de bâches polluées à proximité d'un hôpital qui sont restés tels quels. Pour les combinaisons et les gants aussi, un problème lié au marché public. Alors les sacs, ils ont été entreposés au centre, pas dans le centre, mais à l'extérieur, on a une petite cour, pendant plusieurs mois avant leur enlèvement. Et donc là, c'est un peu lié aux lenteurs administratives parfois concernant les marchés. Il n'y a pas de procédure d'urgence, alors que laisser entreposer des sacs entiers de combinaisons qui ont été en contact avec des terrains pollués, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé, ni même pour celle des riverains. Et c'est peut-être aussi dû à une méconnaissance de ce genre de prestations, parce qu'on n'est pas encore habitués, nous, archéologues, et peut-être aussi dû à une faiblesse de l'offre. Je ne pense pas que les entreprises se bousculent au portillon pour traiter des objets contaminés. On le voit déjà parfois pour l'amiante, les problèmes que ça peut poser. Donc imaginons pour des objets qui ont été en contact avec des polluants qu'on connaît encore moins. Alors, enfin, pour conclure, du coup, au début de notre siècle, la pollution sur les sites archéologiques, elle était encore trop peu questionnée, et les données à ce sujet étaient extrêmement réduites. Mais donc à partir des années 2010, on a un bureau de la prévention des risques qui s'est attelé à la tâche, alors qu'ils sont que 4 pour 8000 agents, pareil. Et donc ils ont fait tout un focus sur nous quand même, ils nous ont très bien suivis, ils sont allés chercher les données, c'était pas facile, et pour le coup, ils nous ont fait des préconisations qu'eux-mêmes traduisent parfois comme lourdes, mais qui sont nécessaires, parce que mieux vaut trop que pas assez dans ces cas-là. Et donc ce chantier, ça nous a permis de tester toutes ces préconisations, et je crois que maintenant, on y est quand même plutôt habitué. Mais il y a des axes d'amélioration qui sont envisageables, un suivi sur le long terme par la médecine du travail, mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des conditions de chaque collectivité territoriale, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des soucis de recrutement de médecins du travail et d'un accompagnement sur le long terme. Des études complémentaires entre le diagnostic et la fouille qui permettraient de nous rassurer aussi. Et puis, ça nous éviterait de faire des rayons de 10 mètres à peu près, un peu de manière arbitraire, avec des seuils mis à jour pour des polluants qu'on connaît moins. Et peut-être tester des polluants, et là je parle aussi à mes collègues qui travaillent en rural, notamment liés aux pesticides qui ne sont jamais testés et sur nos sites, parce qu'en Seine-Saint-Denis c'est peut-être un département très industriel, mais il y a eu de l'agriculture encore dans la seconde moitié du XXe siècle, et on ne sait pas ce que les agriculteurs ont répandu comme produit. Je vous remercie de votre attention.